Voilà, donc en réunion d'avant-conseil de ce jeudi 22 octobre, on a eu comme point à l'ordre du jour de cet avant-conseil, qui est une discussion libre par ailleurs, le point sur les affaires juridiques de 2014 à 2020, l'entretien du verdu compte rendu des diverses réunions, le point d'information sur les indemnités et cadeaux des élus dans le cadre du pacte de gouvernance. Pardon, je vais l'enlever pour parler. Oui, c'est bien. Ouais. Et la situation sanitaire. Sur le conseil avisé de mon premier adjoint et compte tenu de l'actualité, on va commencer par la situation sanitaire. Tu veux... Bon, donc a priori, les nouvelles, en fait, on l'avait mis pour refaire un point. Et en fait, la situation vient de changer maintenant, puisque à 17h, la conférence de presse du Premier ministre indiquait qu'on va passer a priori tout le département en couvre-feu. Donc j'ai ce qu'ils nous avaient envoyé la semaine dernière quand ils ont annoncé le couvre-feu, donc je peux vous donner quelques trucs pour vous donner des idées. Donc déjà, pour être clair, parce que c'était pas clair pour tout le monde, le port du masque était déjà obligatoire et obligatoire sur tout le département. Donc ils disent à l'exception des espaces non urbanisés dès lors que la distance physique peut être respectée entre les personnes. Donc, théoriquement, dans les rues du village, même si vous êtes tout seul, vous devez avoir le masque. Donc, bon. Et par contre, en dehors, dès qu'il n'y a plus de maisons à proximité, vous pouvez enlever le masque. Ensuite, le couvre-feu, donc c'était de 21h à 6h du matin. Donc vous ne devez pas être hors du lieu de résidence. Donc entre 21h et 6h du matin, et il faut, si vous l'êtes, il vous faut présenter un justificatif de déplacement dérogatoire. Donc vous faites un justificatif, ce qui est permis. Donc c'est le trajet entre domicile et lieu d'exercice de l'activité professionnelle, d'enseignement et de formation. Consultation et soins ne pouvaient être assurés à distance. Motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants. Déplacement de personnes en situation de handicap, convocation judiciaire ou administrative, mission d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et déplacement lié à des transferts ou transit vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cas de déplacement de longue distance et déplacement bref dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. Donc j'ai un chien à louer. Si vous voulez. Donc bon, c'est à peu près pareil que pour le confinement, je suppose, mais c'est entre 21h et 6h. Voilà. Et ce que ça implique aussi, donc, c'est-à-dire que les débits de boissons sont fermés à ces heures-là, salle de jeu, casino, lieu d'exposition, foire exposition, salon, salle polyvalente, tout ce genre de choses doivent être fermées. Donc, a priori, je subodore que ça veut dire que techniquement, Google ne doit plus être utilisé après 21h. À partir de demain, c'est ça? Et donc c'est normalement à partir de vendredi soir. Voilà, et c'est aussi tout ce qui est salle de sport normalement est interdite, plus de vente d'alcool en dehors des licences restaurants, plus de sorties scolaires, et bon, toujours les lieux de culte aussi sont fermés entre 21h et 6h. Et comme avant, masque obligatoire, distance physique d'un mètre dans les. Non, voilà. Voilà un peu ce qui me concerne, a priori, c'est ça qui doit. Je ne l'ai pas imprimé, mais je pense qu'elle va l'apporter. Delphine m'a donné des procurations en moi. Ok. Elle fait un retard? Ouais. Je ne l'ai pas imprimé, je me suis dit qu'elle allait me porter l'original, non? T'as besoin tout de suite ou... Non, pas tout de suite, ouais, mais donc bon voilà, donc après je sais pas, chacun a son opinion là-dessus, mais voilà quelles sont les règles et, qui vont normalement venir en... Voilà, on a, vous vous en doutez, on a des débats internes dans le conseil là-dessus, on trouve que c'est peut-être un peu excessif, mais ceci étant, on a décidé de suivre la loi et qu'on avait peut-être d'autres contestations plus importantes sur lesquelles on aura... Pardon, excusez-moi.
Oui, donc on a des débats en interne au niveau du conseil là-dessus. On est partagé, mais dans l'ensemble, on estime que c'est beaucoup de contraintes sur un village comme Saint-Guilhem où il n'y a pas vraiment de risque. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Mais on considère que c'est la loi, on la suit. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord avec la loi et qu'on aura peut-être des sujets sur lesquels on voudra manifester notre position. Mais là, on a estimé que c'était une période transitoire et que ça ne valait pas la peine de contester parce que il y a beaucoup de nécessiteux. Voilà, oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire comme statistique, ce matin, je suis tombé sur truc d'appel de l'indépendant ou de la dépêche, je ne sais plus, par rapport au site Géodès qui fait des statistiques sur tous les indicateurs par rapport au Covid et à toutes les maladies sur le pays, par commune. Ils descendent au niveau de la commune. Et donc, sur la dernière semaine, donc, du 11 au 18 octobre, le taux d'incidence, c'est-à-dire que pour 100 000 habitants, le taux de contamination était entre 20 et 50. Parce que notre fond des tranches, c'est une carte, donc je ne sais pas si c'est 22 ou 48, mais c'est entre 20 et 50. Si on reporte même ce taux de 50 pour 100 000 habitants, ça veut dire que pour 260 habitants, on a un taux d'incidence de 0,13% sur une semaine. Voilà. Bon. Donc, je veux dire, il faut... Personnellement, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'effectivement il faut faire attention, les masques, les précautions, je suis tout à fait pour. Mais enfin, il ne faut pas paniquer sur un village comme Saint-Guilhem. Et notamment, ce que ça montre, à mon avis, c'est que on a bien fait de ne pas céder à la panique par rapport au port du masque. Cet été, on avait un certain nombre de demandes de prendre un arrêté. On ne l'a pas fait, et ça, on était tous d'accord au niveau du Conseil. On voit aujourd'hui que ça n'a pas eu malgré le monde qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'incidence négative sur le village. Voilà. C'est ce que je voulais mettre moi par rapport à cette situation sanitaire, encore une fois en précisant qu'on applique la loi et on la respecte. J'ai demandé aux policiers municipaux de l'appliquer avec compréhension, c'est-à-dire que quand on est deux dans la rue, si on ne porte pas le masque, voilà, ça n'a pas de sens de porter le masque. Donc, mais ceci étant, je ne suis pas sûr que les gendarmes soient aussi... il y a une appréciation de la loi aussi souple, quoique j'ai des amis à Montpellier qui m'ont dit, qui habitent à côté de la Comédie, ils m'ont dit que comme ils descendaient sur la Comédie et qu'il n'y avait pas de monde, il y avait des gendarmes qui ne disaient rien si les gens n'avaient pas de masque. Ils disaient que quand il commençait à y avoir du monde. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on applique, montrer qu'on n'est pas des enfants, c'est-à-dire qu'on ne dit pas porter le masque quand il n'y a personne, parce que ça ne sert à rien, mais que par contre on comprend qu'il faut le porter. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'est pas des scientifiques pour dire c'est bien, c'est pas bien, quand il y a du monde. Voilà moi ce que je voulais ajouter, si vous avez des commentaires par rapport à ça, par rapport à la situation sanitaire. Peut-être, oui. Oui. Enlève ton masque toi aussi. Oui. Je me trompe peut-être, mais il me semble que vous avez dit qu'aujourd'hui c'était limité à 10 personnes. Oui. C'est ça? 13 personnes. Non, en fait, on s'est renseigné auprès de la préfecture, et donc comme il y a 100 mètres carrés, ils nous permettent 4 mètres carrés par personne, donc au maximum, il pouvait être 25. Mais par rapport à ça, vu le nombre qu'on est, et si vous n'avez pas fait de refus, moi je suis très déçu, vu l'ordre du jour du Conseil, qu'il y ait si peu de personnes à Saint-Guilhem qui soient intéressées par le Conseil municipal d'aujourd'hui. Je te remercie, mais tu n'es pas autant que moi. Bon, maintenant il faut respecter les craintes individuelles. Je ne crois pas que ce soit une question de crainte. Ou pas d'intérêt. Oui. On commence à revenir sur les anciens. Hein? Oui, certaines personnes se sont inscrites et c'est vrai que la liste des inscrits ne réservait pas de surprise. 2007, donc il en manque déjà 3. Il y a Mathieu qui dit Mathieu Payot. J'ai envoyé un SMS qui m'a dit qu'éventuellement il viendrait. Il y avait Gérard aussi qui s'était inscrit. Enfin bon, donc ça, au-delà de la déception que je partage, et que je partage d'autant plus
par rapport au programme sur lequel on a été élu, hein, où on veut que vous participiez. Voilà, j'avoue que c'est un peu dur. Alors tout à l'heure, on dirait des choses plus agréables par rapport aux commissions. Bon, voilà, quelqu'un de plus. Bonsoir, plus d'autres remarques sur la situation sanitaire. Donc on reprend au deuxième point. Les affaires juridiques de 2014 à 2020. Alors, je vais vous faire un point sur les différentes affaires rapides. Et puis, un point un peu plus détaillé sur l'affaire Lilian-Maurice que ça avait été demandé aussi. Voilà. Donc, de 2014 à 2020, on a eu 3 360 € de consultation d'avocat pour le dossier Philippe. Bon, vous vous souvenez, c'était le point pour ça, pour pouvoir accéder, pour nettoyer, etc. Donc, tout ça, c'était un dossier relativement logique par rapport à la situation de la vie. Des honoraires pour une consultation par rapport aux élections, plus de 1000 €. Des honoraires pour l'affaire Richard Machetel pour 3 168 €. C'était une plainte pour outrage, je pense. C'était une plainte pour outrage qui avait été pour vous. Voilà. L'affaire Rocco, donc par rapport au permis pour son restaurant, donc il y a eu en tout 10 368 € de frais, donc entre expertise, honoraires, infraction code de l'urbanisme, ouverture du restaurant, etc. Il y a eu procès aussi contre la décision du sous-préfet de donner le permis. On arrive quand même à 10 368 €. L'affaire Diquez, donc par rapport, pareil, aux infractions code de l'urbanisme, ouverture d'un restaurant. Donc là, c'est toujours aussi des honoraires et aussi une plainte pour outrage. C'était pas le plus cher, pour un total de 9 424 €. L'affaire Turion, alors là c'était par rapport à un permis de construire de réhabilitation d'un mas au hameau des Lavagnes qui avait été refusé. Il y en a quand même eu de consultation d'avocats pour 6 700 €. Un problème par rapport à l'ONEMA, par rapport à une plainte de modification sans autorisation de l'aspect d'un site classé avec dépôt de gravat pour 1 680 €. Une consultation pour la vente de la mairie pour 1 344 €, donc c'est pour une note juridique. L'affaire Schneider pour 2 544 €, donc ça c'était aussi des demandes non acceptées par la mairie, des broussaillasges du chemin communal. Une plainte pour diffamation publique à mon encontre, donc affaire Siegel, 2016 €. Alors là, je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est pas pour diffamation que j'ai eu la plainte, mais pour outrage. Oui, c'est ça, pour outrage moi aussi. Et que j'ai montré que c'était la façon dont justement on le voit ici, puisqu'il y a diffamation alors que c'était pour outrage. En fait, c'était moi qui étais diffamé. Puisque ce qui était porté dans la place publique, c'est que j'avais diffamé. La Diane du Mastouron, donc là il y a eu pour 2 400 € de dépenses et un dédommagement de 2 000 €. Donc on peut considérer que cette affaire se solde par une perte de 400 €. On arrive au plus beau, en termes judiciaires, deux affaires contre la communauté de communes, de contestation de délibération, pour un total, donc entre 2017 et 2019, de 15 420 €. Voilà, donc ça c'est quand même aussi important. Lilian Maury, donc les différents aspects judiciaires et de commission de discipline du centre de gestion pour 10 121 €. Et puis aussi pour l'affaire de tribunal de police d'Uberborg, 733 €. Assistance prévenue, tribunal de police, 14 mars 2018. Par contre, aux 10 121 € d'affaires de Lilian Maury, il faut rajouter les salaires de Lilian Maury qui ont été versés sans qu'il exerce son travail, donc 47 000 € environ. Donc,
on peut considérer que le coût des affaires juridiques, sans prise en compte évidemment du temps et de l'énergie gaspillée, on parle là que d'argent dépensé, on est à 115 385 € sur les 6 ans. Voilà. C'est assez triste. Je dirais que pour moi, les deux affaires les plus scandaleuses sont la communauté de communes, qui doit être pour nous plutôt une source de financement, et l'affaire Lilian-Maury, où ça a pris des proportions financières énormes. Le reste, c'est des guerres stupides. Mais... On aurait pu nettoyer le verduc et faire le chemin du verduc. Je suppose que ce que vous venez de nous dire sera bien dans le compte rendu de la réunion de ce soir. Tout à fait. Puisqu'il s'agit de chiffres. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que j'espère, je suis sûr même que ce ne sera pas votre démarche, c'est que dans la quasi-totalité de ces affaires-là, il y a toujours une façon de les régler à l'amiable. Il suffit de réunir les parties, éventuellement, je ne dirais pas devant un tribunal d'honneur, mais avec des gens de qualité qui ne sont pas des énervés, et on évite évidemment ces passages devant les tribunaux, et surtout devant les avocats, parce que les avocats ne travaillent pas pour la gloire, ils travaillent pour des notes d'argent. Donc je pense que plus des 2/3 ou 3/4 de ce que vous venez de nous lire aurait facilement pu être évité si on avait réuni les gens. Vous parlez de diffamation, je suis bien placé pour en parler moi aussi. Bon, il y a des choses qui se règlent à l'amiable, c'est-à-dire que effectivement, s'il y a une diffamation, celui qui a fait les diffamations, il peut s'en excuser auprès de celui qui l'aurait diffamé, et il peut aussi s'en excuser publiquement. Et à ce moment-là, on évite les convocations et on évite les tribunaux. D'autant plus qu'il y a une deuxième chose, ce que les gens ne savent certainement pas, mais parce que ça n'a pas été indiqué dans l'affaire qui me concernait, c'est que moi, j'ai été condamné vis-à-vis de monsieur l'ancien maire à 1 € d'amende. J'ai fait un chèque de 1 € à monsieur le maire de Saint-Guillain. Regardez le prix. Par contre, j'ai dû donner, non pas à monsieur le maire, mais au ministère de la Justice, 2 600 €. Ce n'était pas d'indemnité à la mairie. C'est la façon dont les tribunaux correctionnels rentrent de l'argent par rapport à leurs tribunaux. Donc cette affaire-là dont vous avez estimé le coût en avocat, sans parler même des personnes qui ont été mises en place, elle a rapporté à ce monsieur 1 €. J'ai bien entendu la copie de ce chèque à votre disposition, puisque j'ai fait un chèque qui a été transmis par les avocats à 1 €. Inutile de dire aussi que les gens qui sont poursuivis devant les tribunaux sont quasiment dans l'obligation de prendre un avocat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce que vous venez d'indiquer, qui est évidemment aux frais de la mairie, il y a aussi ce que les gens ont été obligés de sortir de leur poche pour payer leurs avocats, les expertises, etc. Voilà, c'est un petit commentaire, mais je pense vraiment, et je suis sûr que vous n'irez pas sur ces voies-là et que vous écouterez, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes, bien sûr, mais qu'il y a bien des choses qui peuvent se régler en se réunissant de part et d'autre de l'État, si on a au moins affaire à des gens sensés. Voilà ce que je tenais à dire formellement. Surtout pour ce qui concerne des choses plus ou moins à l'intérieur du village. Bon, après, on va parler d'une autre affaire sur une société extérieure. On ne pourra pas éviter de temps en temps de devoir avoir des... Par contre, il faudra aussi, parce que certaines choses qu'on voit, ce qui s'est passé sur certaines affaires, c'est que la mairie s'enferrait dans des choses, aller traîner le sous-préfet, le préfet en justice, et aller au tribunal administratif de Toulouse et après de Marseille. À un moment, il faut savoir dire, bon, on a perdu cette bataille, on passe à autre chose, quoi. Ça peut être très bien de dire on n'est pas d'accord avec quelque chose, on s'y oppose, et puis bon, après, il faut savoir un peu les... Justement, donc, il y a d'autres affaires ou pas? Les affaires avec les restaurants, la communauté, est-ce que ça a apporté quelque chose ou c'est de l'argent perdu que les contributeurs payent? Par rapport, de ce que j'en sais, par rapport à l'affaire Coco, la mairie a perdu, mais il y a eu une plainte simultanée de Ruben, donc voisin, qui lui a cassé le permis, apparemment. Voilà. Et donc on en est là avec cette problématique. Je veux dire, on essaye là aussi de recoller les morceaux, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la mairie a été déboutée. La mairie a été déboutée de tout après être allée au tribunal
Marseille et avoir fait 5 ou 6 procédures. Pour l'affaire du caisse, je crois que N'importe quoi. pour l'affaire du caisse, c'est pareil, mais par contre, là, avec un permis qui a été attaqué et qui n'a pas été cassé. Même pas par la mairie. Non, la plupart de ces affaires, à 2 ou 3 affaires près, qui n'ont pas rapporté d'argent, sauf une, on a eu 2000 € pour 2400 de dépenses. À part cette affaire-là, il y en a quelques autres où il y a eu gain de cause, mais voilà, pour 1 euro ou classement sans suite. Et par rapport à, alors justement par rapport à l'endettement dont fait parlait Jean-Philippe, l'exemple de l'affaire Lilian Maury est tout à fait instructif. Donc je vais vous faire le déroulé en une quinzaine de points. Donc Lilian Maury a été embauché en février 2015. Il y a eu des promotions en 2016 et 3 fois en 2017. Et le 13 août 2018, il y a constat par Cyril Foumas du vol de gazole. Je ne nie pas Lilian Maury, il a dit j'étais en panne sèche et j'ai pris 3 litres d'essence. Le 17 août 2018, commission du personnel qui statue sur une faute grave. Le 21 août, suspension de Lilian Maury pour faute grave avec demande de révocation. Le 4 octobre, en même temps, plainte contre Lilian Maury auprès du procureur. Le 4 octobre, classement de la plainte avec un avertissement, un rappel à la loi par le procureur. Bonsoir. Le 9 octobre, conseil de discipline du centre de gestion de l'Hérault, aucune voix pour la révocation et proposition de décision de 15 jours. Le 22 octobre, arrêté de révocation de Lilian Maury quand même, c'est-à-dire au-delà de la décision du conseil de gestion. Le 6 mai 2019, conseil de discipline du centre de gestion régional sur recours, qui a été fait, je pense, par Lilian Maury, Stéphanie, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les deux parties n'aient pas fait recours. Enfin, bref, un recours à Toulouse au niveau du conseil de discipline du centre de gestion régional. Alors là, introduction de multiples griefs nouveaux par la mairie contre Lilian Maury et confirmation des 15 jours d'exclusion à caractère définitif par le centre de gestion de Toulouse. On est le 6 mai 2019. Le 24 mai 2019, recours en abus de pouvoir contre le centre de gestion de l'Hérault au tribunal administratif. Et courrier à Lilian Maury d'une mesure disciplinaire pour faute grave, arrêté de suspension de fonction. Le 7 juin 2019, saisine du centre de gestion 34 avec tous les nouveaux griefs. Le 18 juin 2019, rejet de tous les motifs sauf insulte et avec circonstances atténuantes qui provoquent un blâme par le centre de gestion. Le blâme étant la plus petite sanction qui ne permet pas de faire appel. Le 14 août 2019, plainte contre X de la mairie pour vol d'essence de 2000 litres. Le 26 août 2019, placement de Lilian Maury en surnombre suite à suppression d'emploi. Donc voilà. Le 18 décembre 2019, le TA rejette les demandes et condamne la mairie à 3 000 €. Le tribunal administratif. Le tribunal, oui, pardon. Pas les Basques. Il s'est vendu comme chaque 2000. Le TA, le tribunal administratif. Qui a fait appel à le TA? Le 20 février 2020, confirmation de la commune de non-possibilité de réintégration de Lilian Maury, alors que, simultanément, une procédure de recrutement d'un responsable des ateliers est mise en route. Voilà. Ça, c'était le 20 février 2020, et puis il a fallu après qu'on démêle tous les morceaux de ce dossier et qu'on réembauche, et nous, il a fallu qu'on attende 1 mois après avoir pris la décision pour pouvoir le réintégrer. Donc là, c'est plus facile de mettre les gens dehors que de les réintégrer, ce qui est quand même un petit peu idiot. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires sur cette affaire qui nous a coûté à peu près 57 000 € entre les frais judiciaires et les salaires, et d'avoir un sous-effectif pendant 2 ans à peu près. Il y avait une volonté probante du maire de le faire partir. Parce que pour 20 litres d'essence, un avertissement de blanc, l'histoire est réglée. Il me semble que... Des vols, il y en a eu d'autres.
Là, il me semble que là aussi, comme disait M. Richard, à la première, au premier vol constaté, on invite la personne à s'expliquer et puis on lui dit que ça ne se renouvelle pas. Et voilà. Et j'ai envie de dire, à la limite, si ça se reproduit 2 fois, 3 fois, là, on est en mesure d'avoir une action judiciaire qui ait un sens. Et là, ça n'avait pas de sens, et c'est pour ça la question. Je comprends qu'après la rencontre pour le rôle, ils ont toujours essayé de trouver quelque chose de supplémentaire. Voilà. Le problème est on ne te veut plus d'égal. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ce compte rendu des aspects judiciaires et en particulier J'espère que c'est quelqu'un qui discutera avec lui avant de... Hein? S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il discutera avec lui avant de dire on te vire. Bon, on passe au point suivant. On est dans les cours, c'est bien. L'entretien du Verdus, compte rendu de diverses réunions. Alors, donc, je vous rappelle qu'il y a, ça a été une demande formulée de manière assez récurrente de faire participer les habitants par rapport au nettoyage du Verdus. J'ai envie de dire avec 2 tronçons et 2 préoccupations qui s'en mêlent les deux. Il n'y a pas un tronçon et une préoccupation, il y a 2 tronçons et sur ces 2 tronçons il y a 2 préoccupations. Et puis il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui interviennent sur chaque préoccupation. Donc les 2 tronçons, c'est évidemment dans le village et au bout du monde. Les 2 préoccupations, c'est l'aspect esthétique et c'est l'inquiétude par rapport aux inondations. On a eu pour ça donc, une première réunion avec le service des eaux et le chargé de la GEMAPI, donc la taxe sur la gestion des risques d'inondation, avec la communauté de communes le 4 septembre. Donc on a arpenté pour se faire le bout du monde. On était, combien on était 5 ou 6. Oui, c'est ça. Oui, il y avait Pierrot qui était là. Qui était pas là. Non, Delphine qui était là. Clément était là aussi, voilà. Il y avait M. Dubost, et puis j'ai oublié le nom du chargé de GEMAPI de la communauté de communes. Donc là, on a vu toute la problématique du problème des propriétés, du problème de l'étude hydraulique, du problème des embâcles, du problème de savoir si on pouvait mettre quelque chose pour bloquer les embâcles en amont du village, etc. Donc on a eu un cours assez intéressant qui nous a bien montré la différence entre le lit qui est pris par la communauté de communes, les berges qu'il ne faudrait pas affaiblir, et puis les chemins et les à côté qui nous concernent nous directement, enfin les propriétaires ou les habitants, mais pas la GEMAPI, sauf s'il y a des risques d'embâcles qui se trouvent là, c'est des arbres morts. Les choses qui ont été les plus dures à entendre peut-être, c'est que la limite, pour la GEMAPI, ils auraient tendance à dire qu'il vaudrait mieux planter des arbres dans les berges, parce que c'est ce qui tient les berges. Voilà. Donc ça a été un peu dur à entendre. Ceci étant, sur le reste, on est à peu près d'accord sur les objectifs. Donc là, leur projet, c'est de faire une étude hydraulique et en même temps de lancer une déclaration d'intérêt général. Oui, d'intérêt général, tout simplement. Absolument. Qui leur permet après de faire l'entretien du lit du Verdus sans avoir à demander individuellement l'autorisation des propriétaires concernés par les parcelles. Oui. Alors juste si je peux me permettre de rajouter quelque chose, quand on a fait la réunion, peut-être qu'il en parlait, mais Gérard disait que le Verdus n'apparaissait pas sur les parcelles des propriétaires, sur le cadastre. Et est-ce que ça voulait dire que le Verdus, en fait, appartenait à la commune et pas aux propriétaires? Et on s'est renseigné, et c'est une convention du cadastre, mais quand il y a les parcelles qui jouxtent un cours d'eau, les propriétaires possèdent jusqu'au milieu du cours d'eau, et ça c'est clairement dit. Donc, quand la GEMAPI qui veut intervenir dans le cours d'eau, il faut qu'ils demandent aux propriétaires. C'est pas parce que ça apparaît pas sur le cadastre. Alors effectivement, après, quand les cours d'eau bougent et tout ça, il y a peut-être d'autres problèmes. Mais non, ça ne veut pas dire que tout ce qui est le cours d'eau là appartient à la commune. Cette règle s'applique à tous les cours d'eau non navigables.
Voilà, ça c'était la première réunion, le 4 septembre. Le 8 septembre, on avait une réunion aussi GEMAPI Natura 2000 avec la DDTM et monsieur le sous-préfet, qui finalement nous ont dit que, bon, il y avait aussi monsieur Dubost de la communauté de communes qui était venu. Finalement, ils ont dit que pour un entretien, ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'on intervienne, qu'ils allaient se renseigner par rapport à l'aspect Natura 2000. Finalement, on n'a pas eu de retour. J'ai senti à certains échanges que j'ai eu que ça bruissait un petit peu, mais enfin, en gros, pour un entretien, c'est-à-dire des broussailلاges, enlever les repousses même d'arbres dans le lit du Verdus, etc., ils nous laisseront le faire sans problème. Ensuite, le 29 septembre, on a eu une réunion Natura 2000 avec la communauté de communes. Donc là, ça a été, on a arpenté le village spécifiquement pour voir ce qu'on pouvait faire ou pas pour protéger. Il y avait Jean-Claude qui était là, il y avait Gérard qui était là aussi. Hein, il y avait Jo qui était là aussi, oui, effectivement, puis il y avait d'autres. Il y avait Clément qui était là. Voilà. Donc là, bon, en fait, tout ce qu'il faut, c'est pour respecter la libellule bleue, il faut laisser le plus possible de faux cressons, ce qui ne pose pas un problème parce que c'est pas ça qui est gênant. Être un peu prudent sur le débroussaillage, de laisser aussi des endroits avec un peu d'herbe, mais bon, c'est pas vraiment la chose importante. C'est surtout donc le cresson. Éviter pendant qu'on fait l'entretien de trop piétiner dans le lit du Verdus, parce que dans les sédiments c'est là qu'il y a les larves. Voilà. C'est les seules contraintes. Apparemment, la question sur les inventaires, il n'y a pas de souci. Pour les larves aussi. C'est-à-dire il faut éviter de piétiner dans le lit. Parce que vous pouvez couper. Oui, mais pas piétiner dans les sédiments, c'est éviter. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut y marcher, mais c'est éviter de détruire. Non, on peut très bien nous l'encoudrer des broussailles dessus, pas enlever avec un râteau et les larves, on ne les coupe pas. Hein. Ça n'empêche pas de traverser, mais c'est de dire de ne pas cheminer dans le lit, voilà, dans le lit mineur. Voilà, et on a eu donc, ça c'est le 29 septembre, le 1er octobre, on a eu la réunion aussi où vous étiez assez nombreux ici. Donc sur l'idée de créer l'association avec les Saotarok. Bon, je sais que les avis étaient partagés sur la création de cette association. C'est Delphine qui s'est chargée un peu de rassembler les gens qui s'étaient inscrits, donc je n'ai pas eu le temps d'échanger avec elle, je ne sais pas si quelqu'un l'a eu. Apparemment, il y a pas mal de gens qui souhaitent intervenir. Stéphanie s'est renseignée, on a la possibilité de faire des opérations avec des bénévoles par rapport aux assurances qu'on a. Hein. Stéphanie, je parle sous ton contrôle. Oui. Hein, voilà. Donc effectivement, ça relativise cette nécessité d'association, mais il reste quand même le problème entier d'avoir l'autorisation des propriétaires pour pouvoir intervenir et pour être couvert en cas de pépin. Voilà. Donc le champ est plus ouvert, j'ai envie de dire, et on est en train d'avancer dans cette voie-là. Donc si vous avez des remarques et des idées. Je dirais que dans l'intégration des améliorations qui peuvent se faire, il y a quand même une priorité, c'est quand même de la source du Verdus jusqu'au parking. Je suis passé encore hier, c'était la chasse. Il était évident que si on n'a pas eu encore des crues importantes, mais si un jour ça arrive, il faut quand même songer. Il y a des arbres qui sont énormes dans le lit du Verdus, il y a tout un tas d'arbres qui partiront. Et ça, je crois que si c'est quelque chose qui ne se fait pas assez rapidement, on a de la chance, on n'a pas eu 200 mm d'eau ou 300 comme à certains endroits, mais si un jour ça arrive, eh bien, la moitié du village sera noyée, vu tous les arbres qui sont dans le lit du Verdus. Je ne dis pas sur les côtés, dans le lit du Verdus. Alors, ça, c'est quelque chose pour moi prioritaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand on voit ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, et c'est pour ça que Delphine n'est pas là aujourd'hui. Ceci étant, c'est vrai qu'au niveau de la communauté de communes, là, ils ont un peu bloqué, parce que nous aussi, on voulait aller vite.
Et eux, ils sont partis sur la déclaration d'intérêt général, etc., en disant sinon ça va bloquer. J'avoue que j'ai le projet de remonter auprès de Dubos pour lui dire que, parce qu'il nous a dit, les nappes sont très basses, les réservoirs karstiques sont très bas, on a peu de risques cet automne. Mais ça, c'était, j'ai envie de dire, avant ce qui s'est passé sur les Alpes-Maritimes. Donc je suis d'accord avec toi que je vais essayer de remonter au créneau, mais ceci étant, ça sera un peu dur, dans la mesure où eux, ils sont sur l'idée qu'il faut avoir l'accord de tous les propriétaires pour pouvoir intervenir. Bah, ça c'est facile à avoir l'accord des Il faut le demander aux propriétaires. Voilà. Ce qu'on peut faire. Il n'y en a pas des marches. Ce qu'on peut faire, nous, effectivement, c'est faire la liste des propriétaires et essayer de leur faire signer un accord pour amener à la communauté de communes en disant votre déclaration d'intérêt général, si vous voulez la faire, faites-la, mais. Le problème, c'est qu'ils disent une déclaration d'intérêt général avec une enquête sur les propriétaires, c'est 6 mois. Voilà. Il me semble que c'est ce qu'ils avaient dit, quoi. Donc, en gros, cet hiver, ils pouvaient rien faire, autant que non. Est-ce qu'il y a une procédure accélérée qu'on peut essayer pour qu'ils fassent quelque chose cet hiver avant que ça ne soit trop tard? Oui, mais la déclaration d'intérêt général, elle n'a comme but que de passer outre l'accord des propriétaires. Ça veut dire qu'ils sont contre forcément, mais en tout cas de dire voilà, il y a une déclaration d'intérêt général, les propriétaires se sont exprimés, mais de toute façon, maintenant on a l'autorisation. Si les propriétaires sont d'accord, on peut passer à l'étape suivante. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de leur proposer ça. Il faudrait. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la liste des propriétaires, qu'on s'assure qu'ils soient d'accord, au moins oralement, et après aller à la communauté de communes pour leur dire, si vous voulez, on peut enclencher le truc. Toujours pareil, il y a tellement longtemps que rien n'a été fait. Et est-ce qu'aussi, il faut envisager, parce que tout, s'il y a un feu, est-ce qu'un véhicule pourra accéder jusqu'à la source? Il ne pourra pas y arriver. Il y a la source, la prise d'eau, le captage d'eau du village, et on ne peut pas y monter avec un véhicule. Je regrette. Ça, c'est le problème. C'est quelque chose qui. Alors, comment vous faisiez à l'époque Alors à l'époque, nous prenions des débroussailleurs et on débroussaillait le vernis quand il y avait un arbre qui était dans le vernis. On le coupait et on brûlait tout. Et vous ne demandiez pas au propriétaire on le faisait comme ça, et puis les propriétaires étaient même avec nous. Alors, c'est comme pour le nettoyage du vernis, tous les propriétaires venaient avec nous. Ça n'a jamais posé aucun problème. On a le problème que depuis 8 ans, rien ne s'est fait, et l'enseignement n'a voulu rien déclencher à cause de la libellule bleue. Voilà. Et depuis, on est là comme ça, rien ne s'est fait. Chaque année, on faisait le nettoyage du vernis. Et la mairie payait le repas à tous ceux qui participent. Voilà ce que ça coûtait à la mairie. Voilà, ça c'était effectivement ce qui se passait avant. Ce qui est venu aussi compliquer les choses, c'est effectivement qu'en 2018, la communauté de communes prélève la taxe GEMAPI, donc qui sert à ça, à nettoyer, et que donc maintenant c'est normalement à eux de le faire. Voilà, donc. Mais bon, est-ce que. Oui, mais au lieu de faire quelque chose, ils retardent que les dossiers. Après, au lieu d'avancer, on recule. Alors, on est comme les Américains. Pendant des années, ils sont bien gentils, mais ils font tout pour freiner. Non, il ne faut pas tout freiner. Mais si, quand même. C'est simplement qu'ils ont des procédures très lourdes et de budget et d'études. Et voilà. C'est pas qu'il faut tout freiner. Si jamais il faut tout mettre en place. Mais c'est très lourd. C'est très lourd, on est bien d'accord. Donc bon. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Jean-Claude quand il dit que l'urgence, c'est la partie haute. D'accord, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'avant d'entreprendre un nettoyage de Vertus, ça serait bien de voir les bras disponibles. Parce que j'ai assisté à la réunion avec ces dames l'autre jour. Le travail à faire dans la partie basse est énorme. Donc voilà.
Donc sur la partie basse, c'est positif et en plus. Je me demande si on organise ça, parce qu'il faudra des bras, mais il faudra aussi quelqu'un qui dise ça on fait, ça on ne fait pas. Et par rapport à ça, moi, je me demande si la mairie ne s'expose pas à ce qui s'était passé lors du dernier nettoyage du Verdus, c'est-à-dire qu'il y ait des andouilles qui portent plainte auprès de la police des eaux. Donc, je pense qu'il faut il faut avancer, mais il y a des précautions à prendre, et comme je l'ai dit peut-être à Robert, c'est que Robert m'avait dit que d'en bas jusqu'en haut, normalement, c'est la compétence de la GEMAPI. Donc, après tout, pourquoi pas dire, vous faites d'en bas jusqu'en haut, le problème des assurances est réglé, le risque que la mairie soit attaquée par les andouilles, c'est réglé aussi. Et puis, bon, on fait ça une fois, et une fois qu'on a fait ça, bon, c'est sûr qu'il y a des délais importants par rapport au fait que chaque fois, c'est repoussé. Mais bon, peut-être aussi, il faut faire quelque chose écrit. Maintenant, l'intervention, par exemple, à partir du 1er octobre prochain au plus tard. Voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Ce que tu veux dire, c'est qu'après, pour l'entretien, du coup, on pourrait prendre en charge les années suivantes. Actuellement, une fois que le gros aura été fait, de passer, et donc, comme tu expliquais, avec des bénévoles, donc, et un repas à la clé, voilà, de manière, on va dire, conviviale. Ouais, ça me paraît une position ça me dit par rapport au nombre de bras disponibles. Bon, tu dis que je ne sais pas si quelqu'un s'en est occupé. Oui, Delphine m'a dit qu'elle avait du monde. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas la liste de nom. Ce qui veut dire, plus on prend pas de risque. Non, mais je pense qu'il faudrait quand même que la mairie affiche ou demande qu'il y ait une demande en fait aux gens qui veulent participer au nettoyage du Verdus et que les gens se fassent inscrire. Parce qu'elle peut avoir des gens qui ont dit oui, on viendra et puis après tu les attends. Hein? Oui. Alors que celui qui souhaite inscrire, s'il ne vient pas, oui, mais tu vois, Jean-Claude, vous êtes deux très sensibilisés sur le sujet, comme nous tous, mais vous avez des approches différentes, puisque Jo, il dit, vu que ça n'a pas été fait depuis longtemps, il vaut peut-être mieux laisser la communauté de communes faire le gros boulot d'arriéré de 10 ans et qu'on lance des opérations collectives sur le village à partir de l'année d'après, parce que ce sera de l'entretien et ce ne sera pas aussi lourd. Non, mais surtout qu'il y a... Parce que il y a... On risque d'avoir des plaintes. Tu risqueras d'en avoir après aussi. Il y a... Non, mais dans l'entretien, oui, mais bon. Honnêtement, moi je pense que peut-être on ne pourra pas tout couper les gros arbres, tout ce qui est coupé là, mais un entretien fait de débroussaillage, d'enlever déjà tout ce qui gêne et tout, il y a des arbres quand même qui ne sont pas énormes qu'on peut couper, et s'il y a un véhicule pour enlever le matériel, c'est quelque chose quand même qui peut très bien se faire, en laissant quelques espaces et en laissant ça après. La salade pour les... Non, je vous propose s'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là, on en reparlera en conseil privé pour voir notre commission. Oui, enfin, c'est un sujet qui est déjà... Pour leur préciser qu'on est dans une vallée et que ce qui est arrivé dans certaines vallées, ça peut nous Tout à fait, non, mais ça, j'ai mis l'intention de soulever ce problème. Après, ça va être plus fort pour les papiers, pour aller... Moi, j'ai une question. Oui, ben, si je peux me permettre, en tant que propriétaire, donc moi, toute une partie de chez moi qui donne sur le Verdus. Est-ce que là, vous parliez du lit du Verdus ou des abords du Verdus? C'est-à-dire que si je veux débroussailler en bas de chez moi, je... Jusqu'à la moitié du Verdus. Mais ça, il faut que je rentre dans le cadre de ce que vous êtes en train de parler de la GEMAPI. Je ne peux pas, de ma propre initiative, commencer à lever des arbres. Tu peux, sauf qu'il faut que tu respectes les... Il ne faut pas modifier le code. Oui, non. Oui, tout à fait. Mais si tu ratifes le destin, par exemple, tu risques de te retrouver avec une amende. Mais pas dans le cours d'eau. Enfin, nous, on a tout un... C'est tout le versant. Oui, on a des ronces, on a des roseaux.
Pas chaque année, mais chaque 2-3 ans, on fait un nettoyage. On a prévu de le faire, mais bon, j'ai pas envie non plus d'aller à la gendarmerie parce que ça va. Non, Non, mais tu fais. voilà, je veux dire, Tu viens de l'empoigner, la console. Il y en a qui ont déjà coupé. ça, dans la mesure, si tu veux, où tu respectes le principe, tu n'es pas le nom et tu enlèves des ronces sur la berge, voilà. Simplement, il faut là aussi que tu fasses attention s'il y a des choses enracinées, de ne pas les déraciner pour ne pas affaiblir. Il n'y a aucun intérêt parce que c'est ce qui va effectivement J'ai vu des brousaillages, de la taille, c'est pas possible. parce que si tu touches les verges, tu fais tomber des sédiments dans le lit qui va s'envaser. Enfin, voilà. Mais effectivement, tu peux couper les ronces. Un dernier point, il ne faut pas arriver comme on le voit à un moment qui a été fait. Ils l'ont coupé et ils l'ont tout laissé à le verger. Oui, ça. Je crois qu'avant de couper, on le vend. Et au moins on l'enlève. On ne dit pas que dans plein comme nous, on l'enlève, si tu coupes, tu l'enlèves. Oui. Non, mais il y en a qui veulent donner des sommes, il faut le leur dire. Moi, je voudrais Ah, savoir, mais c'est la vérité. savoir la définition de la berge. C'est quoi la berge? Ça part. Est-ce que ça part du milieu du verdus? Non. Il y a le lit mineur du verdus, c'est là où ça coule. Oui. D'une manière normale. Parfois, c'est le chemin. Après, tu as la berge, c'est les à côté, c'est juste la partie qui borde. Voilà, Sur quelle distance? Et voilà. Oui. En général, il y a plus ou moins un mur ou un chemin, ou un champ. D'accord? Donc la berge, c'est la partie qui est entre le bord de la rivière et puis cette autre entité qui peut être un chemin. Ah oui, mais ça. Mais par exemple, ils nous ont dit les chemins, on peut entretenir les chemins, on peut couper les ronces, même si c'est dans le lit du verdus au sens large. Voilà. Après, je crois qu'on se fait aussi. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu par rapport à ce que j'avais entendu des dernières fois, etc. On s'en fait un peu une montagne, parce que quand on a eu cette réunion sur le terrain, ça s'est bien passé, quoi. Je veux dire, pour Natura 2000, puisque c'est surtout ça, et même avec les MAPI. Il n'y a pas eu de souci, il y a eu que ce différent d'appréciation sur le fait qu'on peut planter des arbres dans la berge ou pas. Et donc une date, avoir une date de la GEMAPI. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Une date pour, par exemple, la partie haute, avoir une dire 1er octobre, par exemple. C'est ce que je vais essayer d'obtenir, mais je veux dire, ça dépend de la procédure qu'on prend. Tu comprends? C'est-à-dire que si on amène, voilà, normalement, ils nous ont dit, il faut pour faire l'enquête publique, c'est 6 mois, et dans le même temps, comme ça, ils font l'étude hydraulique, et puis ils sauront s'ils veulent nous mettre des trucs pour bloquer les embacs, etc. Bon. Donc pour eux, c'était en gros 6 mois, c'est-à-dire que ça nous a mené au printemps. Au printemps, on ne peut rien faire dans le lit. Je veux dire, ça c'est Natura 2000 qui nous l'a dit. Le printemps 2021. Oui. Bon. Donc ça pousse à octobre, grosso modo, 2021. Bon. Non mais voilà. Mais il y a aussi l'aspect qu'il n'y a pas, dans la taxe qui ramasse, il n'y a pas d'argent pour faire tous les ruisseaux du territoire de la vallée de l'Hérault la même année. D'accord. Il faut une décision de la communauté de communes de dire cette année on va faire tel et tel ruisseau, tel et tel ruisseau. Donc moi, je peux vous dire que déjà, chaque fois que ce soit les directeurs, que ce soit le gars qui s'occupe de ça en tant qu'élu, je l'ai alerté sur le verdus qui n'a pas été fait depuis longtemps, etc. Et bon, j'ai eu un écho favorable. Mais il y a aussi cet arbitrage-là, un arbitrage financier pour vous dire quand même le faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est, on le décidera, on en discutera en conseil privé, mais c'est de voir si on peut réunir l'autorisation des propriétaires pour déjà aller voir la communauté de communes et de leur dire, voilà, pas besoin de déclaration d'intérêt général, on a les autorisations. Donc maintenant, aspect budgétaire, quand est-ce que vous pouvez le faire? Voilà. Et puis on avance comme ça. Ça vous paraît correct comme démarche? Ça, on ne peut pas faire autrement. Non, mais voilà. C'est bon sur le verdus? On passe au pacte de gouvernance. Je vais passer ce que tu vas dire. Oui,
Oui. Ok, juste rapidement pour vous donner quand même un petit point, qu'on soit un peu transparent sur ce qui se passe en termes d'indemnité, de dépenses, de cadeaux que font les membres du conseil. Que reçoivent ou que font. Il y a des dépenses. Donc on a des indemnités de la commune. Donc je vais vous parler depuis qu'on a été installé, donc ça fait 4 mois et demi à peu près. Okay, donc Robert a touché 2410 € d'indemnité de la commune et 395 € d'indemnité de la communauté de communes. On lui a gracieusement donné une bouteille de vin lors d'une formation qu'il a partagée avec sa table et d'autres tables au 14 juillet. Non, au feu de la Saint-Jean. Au feu de la Saint-Jean. Et tu as aussi reçu des livres et une corbeille de Malicorne. Voilà, une corbeille en faïence de Malicorne, parce qu'il y a une délégation de Malicorne qui est venue voir les potiers, le grand site. Et donc, voilà, dans le cadre de cette représentation, j'ai reçu ça. Donc, les livres, je vais les regarder, puis je les transmettrai après à la mairie, soit à la bibliothèque, soit dans le bureau du maire, dans une étagère pour ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de panier à fruits en faïence, mais je veux dire, je trouverai quelqu'un qui a... Voilà, et tu as aussi fait un repas, invité la DRAC à un repas. Alors ça c'est oui, j'ai invité la DRAC, on était, il y avait Bernard aussi, on était 6, voilà, quand il y a eu la réunion sur l'hôtel, parce que voilà, je pensais que c'était important de renouer un peu les relations et pour que ça se passe bien, parce que Hélène Palousier, quand je l'ai eu au téléphone au début, m'a dit « Ah, on va enfin pouvoir revenir à Saint-Guilhem ». Voilà, donc quand on est revenu, je me suis permis d'inviter le groupe au restaurant. Voilà. C'est tout. Ok, oui, pour moi, oui. Mais donc, pour préciser, parce que comme tu as donné des chiffres globaux, en fait, par mois en tant que maire, Fanny, c'est combien? C'est 550 ou quelque chose comme ça? 555 €sur 3 mois. Hein? 1700 € sur 3 mois, voilà, c'est ça. Et la communauté de communes, c'est royal, c'est 158 € par mois d'indemnité. Voilà. Alors, je peux vous dire que c'est encore plus mal payé que la mairie, parce que le temps qu'on y passe, c'est assez cool. Ce qu'on fera, tout ce qu'on avait dit, je tiens à le dire, c'est qu'à partir du prochain trimestre, on donnera une partie, le maire et les jeunes donnera une partie de ces indemnités vers les autres élus délégués par rapport à leur travail d'une manière tournante. Voilà. Donc les adjoints sont à 200 et quelques € par mois. Donc pour Bernard, Delphine et moi-même, sur ces 4 mois et quelques, ça fait 964 € 22. Donc là aussi c'est Byzance. Donc Bernard, on lui a donné, un administré ou une administrée lui a donné une bouteille de vin pour service rendu qu'on a partagé en conseil privé. La corruption, on l'a partagé quand même, il l'a partagé, ouais, c'est des corruptions. Il n'y a pas de grande et aussi un livre, c'est là, des éditions Saint-Guilhem sur les orgues. Sur les orgues, voilà. Et par contre, toi, à l'inverse, tu as acheté à la mairie des pierres qui étaient au fond du parking pour 240 €. Donc, si vous l'avez vu piquer des pierres, c'est normal, il les a payées. Et peut-être en décembre, il en récupérera encore d'autres qui sont au fond et qui vont nous embêter un petit peu. Donc, si on peut lui céder, ce ne sera pas plus mal. Ça nous fera de la place. Ouais. On mettra les voitures, le terrain des choses. Hein? Donc, moi, j'ai fait des dépenses d'informatique qu'avait demandé Clément. Donc, j'ai acheté directement tout sur Amazon. Comme j'ai un compte Amazon, c'était plus simple. Et la mairie m'a remboursé pour 360 € de fourniture informatique. J'ai fait 2 journées de formation donc pour lesquelles j'ai pris des journées de RTT. Bon, ça, c'est cadeau. Pour une, on m'a offert une bouteille de vin. Donc, ça, c'était la mairie de Montarnot qui m'a offert une bouteille de vin que je n'ai partagée avec personne sauf ma femme. Considérant que c'était en échange de la journée de RTT que j'ai prise, que je me suis payé avec cette bouteille de vin. Voilà. Et Delphine, je crois, on lui a donné, comme elle a accueilli ceux qui faisaient le trail du chemin de Saint-Guilhem, ils lui ont donné des pins et des macarons. Voilà.
C'est des canaux qu'elle a touchés. Et une autre chose, il faudra qu'on paye Mathieu Playol, parce que donc, un ami est venu faire la modélisation 3D, et qui m'a dit, donc il est allé au restaurant avec cet ami, et on m'avait remboursé donc il y a 4 repas dans un restaurant, mais je crois qu'il ne nous a pas encore donné Non, en fait, c'est Lionel qui lui a fait confiance, il a dit à Lionel, c'est pour la mairie. Et en fait, nous devons les repas à Lionel. D'accord. Oui, c'est, pour être tout à fait précis là-dessus, c'est Mathieu Payol, un ami d'enfance d'école primaire, qui a un des plus gros cabinets de géomètres du sud de la France, qui est à Lacanau, et qui est venu cet été le voir, et qui a été séduit par le village, et qui avait ça lui a donné une idée de produits à développer par rapport au plus beau village de France. Et donc il nous a fait gratuitement, enfin, il faudra qu'on paye l'accès pour avoir l'accès aux fichiers, mais c'est un abonnement. Il a fait ce qu'on appelle un jumeau numérique du village. C'est-à-dire que vous avez dû voir passer le gars, peut-être certains, il avait 5 caméras sur le dos, 5 caméras numériques, et il a tout scanné, il est passé dans les voûtes sous le Verdus, après avec un drone il a fait tous les toits, il a fait les cloîtres, le château, voilà. Et donc aujourd'hui on a la possibilité, s'il se passe quelque chose, de dire, vous savez, comme à Gdansk quand ils ont reconstruit après la guerre, c'était comme ça, eux ils ont fait partir de photos, là on a un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on sait précisément l'aspect du village. Voilà. Donc ça nous a paru très intéressant, et en particulier, je veux dire, par rapport au château où il y avait une urgence, parce que citons, ce sera bien qu'on ait ça. Voilà. Et donc il nous a fait ça gratuitement, donc je trouvais que c'était la moindre des choses de l'inviter à déjeuner avec son équipe de 3 personnes, enfin de 2 personnes en plus. Il faut avoir aussi des débouchés pour le patrimoine, hein, pour avoir une modélisation 3D du cloître. Et aussi pour éventuellement un travail scientifique au niveau de l'abbatiale, ça pourra peut-être intéresser M. Babalou-Lossal. Je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant par rapport à des visites virtuelles du cloître. Il y a même un tas d'applications. On a fait en particulier un passage devant les colonnettes de l'abside de l'abbatiale, et aussi sur les colonnettes romanes sur la façade côté place. Des remarques? Alors oui, par contre, je me tourne vers les 2 membres du conseil qui font partie de la commission d'impact et de gouvernance. C'est dommage qu'il n'y ait pas Mathieu Payol, parce qu'il en fait aussi partie. Voilà, ce serait bien quand même que vous fassiez organiser une réunion, vous n'êtes pas très nombreux. Non. Donc, je ne sais pas, en novembre, ce serait bien que vous le fassiez. On vous a trouvé une fonction supplémentaire, vous verrez tout à l'heure dans une délibération, pour cette commission. Des questions, des remarques? Oui. En parlant de ça, je voulais demander par rapport aux drones. Quand on voit des drones dans le village, est-ce que ça serait possible, est-ce qu'il y a un référent par rapport à ça, parce qu'autrement on à chaque fois on dérange Fanny, de savoir si ce drone, en effet, il a l'autorisation et on ne dit rien, et s'il n'a pas l'autorisation, à qui on peut téléphoner pour faire remarquer qu'il y a un drone là qui nous tourne au-dessus de la tête, et voilà, donc savoir. Si je peux répondre. Alors moi j'ai fait passer un drone à l'arrache, alors je m'en veux parce que j'aurais dû faire le dire dans la lettre de Verdus, c'était la moindre des choses, donc bon voilà, ça c'était, j'étais un peu pris par le temps pour avoir le drone et tout ça, donc ça s'est fait un peu vite. Mais j'ai fait une autorisation. La semaine dernière, il y avait quelqu'un sur le parking qui faisait du drone, donc je suis allé le voir, et il me dit oui mais dans mon appli, j'ai le droit. Donc apparemment, il y a une histoire avec une application avec la DGAC, qui délimite les zones où tu as le droit de faire voler ton drone ou pas. Donc je vais me renseigner auprès de la DGAC pour faire classer le village en zone interdite pour les amateurs. Et ensuite, généralement, quand on a des survols par rapport à la télévision ou ce genre de choses, la mairie est au courant et on fait passer l'information. Donc voilà. J'ai eu la même réflexion que tu as eue. Voilà. Et la personne que j'ai demandé, il m'a dit, mais moi, quand mon engin arrive sur une zone où je n'ai pas le droit,
Ça marche pas, et à Séguel ça marche apparemment. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors, j'avoue que j'ai pas le droit et que je connais pas cette partie-là de la technique, on va dire, mais je vais me renseigner, il doit sûrement y avoir. Donc j'avais pris ce point, je me suis pas occupé parce que c'était la semaine dernière, mais je vais essayer de faire passer le village en zone interdite de drone pour justement qu'on ne soit pas embêté. Mais qu'est-ce qui se passe si les zones interdites de drones s'autodétruit? Il marche pas. Non, mais parce que ça. Il ne filme plus rien. Ah, il filme plus. Mais Il m'a dit, toi, tu l'as fait simplement avec une autorisation que j'ai signée. Oui. Le copain de Mathieu, pareil. Après, qui demande une autorisation, qu'ils ne puissent pas venir filmer sans demander d'autorisation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ils ont pu filmer dans ce cas-là? Parce qu'ils n'avaient pas l'application. D'un point de vue technique, je pense qu'il y a drone et drone. Si tu prends un drone un peu ancien, l'application n'a pas été codée pour. Si tu en fabriques un, voilà. Après, si tu as un drone moderne grand public, ça doit bloquer. Donc ça doit déjà régler une partie du problème. Je pense que ça veut dire que tu peux effectivement utiliser cette application de ta propre volonté. Et oui, parce que sinon le drone, ton drone et le drone de comment il s'appelle Monsieur Mas, Jean-Yves Mas, lui il n'a pas eu de problème, et la seule autorisation qu'il avait, c'est celle que je lui avais faite. Donc, non. Je ferai la démarche, je me renseignerai auprès de la DGAC, préventivement, justement qu'il n'y ait plus, on va dire, n'importe qui vient avec un grand public qui puisse s'amuser. Après, voilà, ça réglera tous les problèmes. Sache que quand Ruben envoie, il leur fait un peu la chasse aussi. Oui. Voilà. Bon, c'est vrai que après, vous faites tout le temps là, La personne m'a aussi suggéré de mettre des panneaux drone interdits. Des panneaux. On m'a dit, texto, il n'y a pas de panneau qui l'interdit, donc moi je croyais que c'était bon. Non, donc après, c'est un jeu où. Normalement, tu ne dois pas survoler une zone urbanisée sans autorisation. C'est le gars qui te dit qu'il n'y a pas de panneau, je peux y aller. Parfois, ce qui n'est pas autorisé, quand même, est interdit. Pour information, il y a des survols des toitures de la commune, parce qu'elles n'avaient pas été très bien entretenues par rapport au devis qu'on avait, pour faire un état des lieux. Et on est en train de finaliser les devis pour faire l'entretien. On parle de tous les toitures communales et de l'église. Et on fera probablement un deuxième passage de drone à un moment quand les travaux sont faits pour vérifier que tout est carré. Et là, on préviendra. Ce sera un survol que des bâtiments communaux. Voilà, d'autres questions sur les aspects de la transparence qu'on essaye de mettre en place? Non? Bien, on va donc clore l'avant-conseil. Donc je vous propose d'abord, en ouverture du conseil, de rendre hommage à Samuel Paty. Je vais vous lire une partie du texte qui nous a été communiqué par l'Association des maires de France, appelant à rendre cet hommage dans tous les conseils municipaux en France dans cette période, évidemment. L'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, est un acte barbare et révoltant que rien ne peut justifier. Nous tenons à adresser nos sentiments de profonde sympathie à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à ses élèves, et d'assurer de notre solidarité et de notre soutien l'ensemble du corps enseignant dont la mission d'éveil à la connaissance, de formation de l'esprit critique et de la liberté de penser par soi-même est irremplaçable et constitue un pilier essentiel de la formation que la République doit à ses citoyens. Mais ce n'est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée, c'est toute la France et la République contestées dans leurs principes fondateurs. Car au-delà de cet acte odieux, une nouvelle fois, c'est la liberté d'expression et le principe de laïcité, tels que nos lois, notre volonté commune et notre histoire les conçoivent, qui sont violemment mis en cause. L'Association des maires de France et donc la commune à sa demande, mais cela va de soi, donc appelle à la solidarité avec la victime.